Il est 20h33, vous êtes dans le 20h BFM et notre invité ce soir est Éric Coquerel. Bonsoir. Bonsoir. Qui est en train de réviser ses petites notes député les filles de Seine-Saint-Denis et président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Je salue Benoît Perrin aussi qui est avec nous évidemment ce soir, directeur de contribuables et associé. Bienvenue Benoît. On va revenir évidemment sur le début de l'examen du budget. Ça y est, les députés ont commencé leur travail. C'est la partie recettes qui est examinée à partir d'aujourd'hui. Vous êtes évidemment en première ligne. Éric Coquerel, on va aller sur les premières décisions aujourd'hui, les premières réactions, mais d'abord un mot sur la manière dont se sont déroulées ces premières heures de débat. Vous me disiez tout à l'heure, j'ai choisi entre le plateau du 20h BFM et mon dîner. Je suis avec vous, mais c'est intense et ça y est, c'est parti. Surtout quand on est président de la commission des finances ou rapporteur général, parce qu'on est au banc. C'est-à-dire on est astreint à toujours être là, donc évidemment il n'y a pas 2 minutes. Oui, ça va être très intense, on l'a déjà vu, notamment, pour l'instant on a discuté de ce qui s'appelle l'article liminaire, c'est très simple, c'est juste les grands équilibres. Bon. Et déjà il y a eu des débats acharnés, donc ça va être le cas. Des débats intéressants d'ailleurs, moi je recommande à vos auditeurs, et il y en a de plus en plus, il faut le savoir, les gens s'intéressent au budget, ça c'est bien déjà, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est un ça progrès. les concerne un peu. Hein, oui, mais pendant des années, le budget, c'était pas l'exercice qu'on regardait. Et là, c'est devenu à nouveau il y a un intérêt de masse, quelque part, tant mieux. Mais donc, je leur conseille de regarder parce que du coup, on discute du fond du problème. Quelle politique économique, quelle politique budgétaire, les questions d'aide, est-ce que c'est ça l'important ou pas, etc. Donc voilà. On va aller évidemment sur le fond, mais vous parliez de l'intérêt justement des Français. Il y a beaucoup de questions de téléspectateurs qui nous sont revenus sur les rangs à l'Assemblée nationale cet après-midi. On est tous d'accord pour dire que le moment est déterminant et pourtant les rangs étaient clairsemés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu injuste. Non, après, ils étaient assez remplis. Oui, mais... Alors ça s'est rempli au fur et à mesure. Oui, c'est parce que les images... J'explique à vos téléspectateurs. Il faut expliquer, non mais c'est important. Déjà, une première chose qu'il faut savoir, c'est que pour la première fois depuis 50 ans, le Premier ministre était au banc sur une discussion budgétaire. Oui. La dernière fois, c'était Raymond Barre. Alors, mais lui, il avait la double casquette, ministre des Finances et Premier ministre. Là, c'est la première fois. Ce qui montre soit une gravité du moment, soit peut-être une inquiétude de Monsieur Lecornu. Bon, la deuxième chose, c'est que les images, il faut faire attention, parce qu'il y a l'après-midi, on vote pas fort. L'après-midi, chacun s'exprime sur ce qui s'appelle une explication de vote, etc. Et là, tout le monde n'est pas forcément l'Assemblée. Mais je peux rassurer tout le monde, contrairement à l'an dernier, il va y avoir beaucoup de monde. Et pourquoi il y aura beaucoup de monde? C'est que l'an dernier, comme il y avait le 49.3, tout le socle commun n'était pas là. Ils étaient une vingtaine, ce qui explique aussi pas mal des choses qui se sont passées. Mais si c'est comme à ma commission, ça va être rempli. Oui, et ce n'est pas le moment parlementaire le plus important, c'est important de le dire. C'est-à-dire que le premier jour, on vient présenter le texte dans son équilibre général, mais en réalité, les votes, point par point, pied par pied, vont venir bien après. Donc ce soir, ça va commencer. Ce soir, ça commence, mais vraiment, l'article liminaire, les équilibres, au départ, sont pas la partie la plus importante de ce budget. Et justement, en quelques mots, le calendrier, comment ça va s'organiser? Je précise, parce que c'est aussi évidemment au cœur des préoccupations, la suspension de la réforme des retraites ne sera pas abordée là dans les prochaines heures. Comment ça va se dérouler? Alors d'abord, il faut savoir qu'un budget, ça se vote en 3 temps. C'est-à-dire qu'on vote d'abord sur les recettes, ensuite on vote sur les dépenses et ensuite on vote sur l'ensemble. Donc il y a 3 votes à obtenir auprès de l'Assemblée nationale et ainsi de suite au Sénat et ensuite un retour en conciliation entre les deux. Ça, c'est pour le budget. Mais le budget en France, il est discuté en même temps que le budget de la sécurité sociale qui lui arrive, vous me corrigerez, la semaine prochaine, où on a à peu près le même type de découpage. Alors c'est 4 parties pour la loi de financement, mais voilà, ça suppose de moins simplifier ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un vote à l'Assemblée et un vote au Sénat, mais en réalité, il y en aura plutôt une bonne 10-15aine à prévoir avant la fin du mois de décembre. Pour revenir donc à aujourd'hui, Éric Coquerel, votre motion de rejet, la motion de rejet déposée par votre parti, la France Insoumise, a donc été rejetée. Les débats vont donc se tenir. Vous le regrettez? Non, on le savait. Bon, on savait qu'il y avait des groupes d'opposition qui ne voulaient pas la voter. Pourquoi l'avoir fait alors? Parce que tout simplement, ça offre 15 minutes de débat, d'explication de vote en plus, d'argumentaire, et on les utilise. Tout le monde le fait. Hein. Oui, c'est traditionnel, ça aussi. Traditionnel. C'était juste pour ça, pour donner le ton, en fait. Oui, on savait pour rappeler les positions des uns et des autres. Ça permet d'avoir une explication de 15 minutes sur le fond, de donner davantage nos arguments. Donc, on savait qu'elle ne pouvait pas passer. Donc, je ne suis pas déçu qu'elle passe pas, parce qu'on le savait. Donc, précisément, vous êtes pour que ce débat ait lieu et pour entendre ce que les uns et les autres ont à dire? Oui, parce que je pense que c'est vu qu'on n'a pas eu l'occasion quasiment de débattre depuis plusieurs années à cause du 49.3, tant qu'à faire, autant avoir le débat. Par contre, je suis à peu près certain aujourd'hui que ce texte va être battu. Voilà, comme il a été battu en commission. Que la censure est inévitable. Voilà,
Alors ça, c'est encore un deuxième temps. Et pour l'instant, le texte va être battu. Il a été battu dans ma commission, c'est historique, par 37 voix contre 11. Et il n'y a qu'un seul groupe, le groupe macroniste, EPR, qui l'a voté. Ça, c'est du jamais vu. On n'a jamais eu ça. Bon, ça montre que le socle de ce gouvernement est très, très faible, en réalité. On va écouter le Premier ministre qui, effectivement, s'est exprimé pour ouvrir les débats et fixer les priorités de ce gouvernement. Sébastien Lecornu. Mesdames et messieurs les députés, le budget que vous propose le gouvernement est imparfait. Vous le modifierez et d'ailleurs, le gouvernement le modifiera aussi pour accompagner et jalonner les débats. Vous débutez vos travaux par la partie recettes et donc celle qui fixe la fiscalité et les différents prélèvements obligatoires. On le sait, c'est sans doute une des questions les plus sensibles dans la séquence parlementaire à venir, car il s'agit autant de questions politiques que de questions techniques. Le débat sur la juste répartition de l'effort doit avoir lieu sur la base de chiffres objectifs et de mesures justes. Est-ce que ça, ce sont des mots qui vous parlent, Éric Coquerel, lorsque le Premier ministre monte à la tribune et qu'il dit « Oui, ce budget est imparfait, oui, il ne va pas tout régler, mais c'est à vous de le changer ». Il vous donne la main, en fait. Oui, enfin bon, en même temps, ils nous disent côté équilibre, on va être intraitable, on lâchera rien. Voilà. C'est-à-dire l'équilibre entre les dépenses, les recettes... la trajectoire budgétaire. La politique macroéconomique. Or, c'est celle-là que je conteste pour ma part. Bon, ce qui fait que moi, je pense que ce budget ne peut pas être aménagé aux marges, parce que je pense que la politique qu'il défend, s'il y a une politique d'offre de compétitivité, pour expliquer vite ce que c'est le pari macroniste, assumé par les macronistes, qui a été de dire on favorise les revenus capital pour que ça vienne en France, et ça va créer de l'investissement, l'emploi, etc. On ne l'a pas vu. Au niveau actuellement des résultats économiques, industrie, pauvreté, chômage, productivité, investissement, tout ça montre l'échec de cette politique. C'est ça qu'ils veulent continuer à défendre. Et nous, ce qu'on dit à l'inverse, c'est qu'il faut une politique de relance de l'économie, qui est l'inverse, et qui est basée d'abord sur aller chercher des recettes. Et ces recettes, c'est notamment celles qui ont été perdues par l'État depuis 2017, c'est-à-dire 60 milliards pratiquement maintenant par an, et qui ont été dans la poche des plus riches, pas pour le bienfait de l'économie. Donc il y a deux logiques, et celle que défend aujourd'hui Monsieur Lecornu, il se dit ouvert, mais on a vu dans les débats qu'en réalité, il ne compte pas réellement changer leur budget. Totalement opposé, évidemment, à votre contre-budget qui a d'ailleurs été présenté hier. On va revenir sur le fond de votre contre-budget, mais encore un mot sur la méthode. Alors qu'on voit bien que le Parti socialiste, au travers de certains sujets, est quand même en train d'essayer de chercher, de décrocher certains compromis avec le gouvernement. Alors qu'il y a eu une réunion ce matin rassemblant les forces centrales et les forces de gauche, dont les communistes, mais pas la France insoumise. J'ai envie de vous poser cette question, est-ce que finalement vous êtes encore dans le jeu? Est-ce que vous n'êtes pas les dindons de la farce? Est-ce que vous avez encore votre mot à dire, Éric Coquerel, en tant que député LFiste? Oui, vous verrez à la fin, je pense que le budget sera battu, donc on aura notre mot à dire. Il n'y avait pas les communistes, il y avait les écologistes, mais qu'importe. Il y avait les communistes. Ah bon, peut-être. Mais ça, c'est ce qui se passe de la part du Parti socialiste depuis le départ, c'est dire on ne va pas censurer parce qu'on va essayer de bouger les choses, on pense qu'on peut bouger. Et en réalité, on s'aperçoit qu'ils ne bougent pas, ou en tout cas, ils ne bougent pas suffisamment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, prenons par exemple le budget de la sécurité sociale dont vous avez parlé, qui va être engagé. Bon, ils disent on a obtenu un sursis, alors en fait c'est un sursis de 3 mois de décalage de la réforme des retraites, mais qui sera payé par les pensions, c'est ce qu'on sait depuis le projet de loi de rectificative, pour que les gens comprennent. Ils vont pouvoir partir 3 mois plus tôt, mais ces 3 mois vont être compensés par moins de pensions pour aller vite. Bon, donc je ne vois pas le progrès social. Mais en échange, il faudrait accepter un projet de loi qui est un musée des horreurs, antisocial et inégalitaire, qui prend aux assurés sociaux, qui dérembourse des médicaments, etc. etc. Mais il y a le droit d'amendement. Oui, d'accord, mais sauf que là, on n'oblige pas, parce que cette logique de se dire que c'est un chantage, elle n'est pas complètement constitutionnellement réelle. Les membres du Parti socialiste peuvent tout à fait dire on accepte ça et pas ça. Enfin, c'est le jeu parlementaire. Oui, ils peuvent le faire, mais moi, ce que je vous dis à la fin, c'est que le gouvernement ne cédera rien sur cette politique. Et donc, par exemple, parce que ça... Mais par exemple, si on doit revenir sur les débats d'aujourd'hui, sur la taxation des plus riches, on voit bien que le Parti socialiste essaie de trouver une alternative à la taxe Zuckman pour décrocher un compromis. Là, vous n'allez pas dans son sens? Écoutez, là, ce qu'il propose, les amendements que j'ai vus pour l'instant, c'est des amendements qui... j'allais dire, dévalorise complètement la taxe Zuckman. Ce qui est important dans la taxe Zuckman, c'est qu'on compte les biens professionnels, notamment toutes les actions. D'accord ? C'est ça qui donne son crédit. Là, il y a 2 amendements. Il y en a un qui exclut complètement les biens professionnels, donc c'est des natures complètement, et l'autre qui exclut ce qu'on appelle toutes les actions dans les holdings familiaux, par exemple, de M. Arnaud, de M. Hermès, etc. Donc, je pense que le rendement, que je n'ai pas encore calculé, mais il va être tellement infinitésimal
moins important que la taxe Zuckman, c'est que ça ne règle rien. Qu'est-ce que ça ne règle pas? C'est que entre l'an dernier et cette année, la part des hauts patrimoines et des grandes entreprises dans le budget a été divisée par 2. L'année dernière, il y avait 10 milliards qui ont été pris par le gouvernement Bayrou, et là, cette année, c'est 6 milliards. Et à l'inverse, on va demander des dizaines de milliards aux Français, que ce soit à travers ce qu'on appelle l'année blanche, c'est-à-dire le gel des prestations, le gel des pensions, etc. Donc c'est les Français tous entiers qui vont payer, et ceux qui ont profité le plus du macronisme vont très peu payer. Mais donc ça veut dire que parce que vous considérez que ça ne va pas assez loin, vous ne soutiendrez pas le Parti socialiste sur des sujets qui pourtant vous tiennent à cœur. On n'a pas dit qu'on ne voterait pas ces amendements, c'est pas ça le problème. Mais ces amendements ne peuvent valoir le fait de voter pour un budget qui par ailleurs est globalement une catastrophe. Encore une fois, on parle là de l'amendement, on ne parle pas du budget en général. Donc en fait, accepter une évolution, c'est quand même le sens de cet amendement du 49 alinéa 3. Et dernier point, il me semble que c'est le gage de la constitutionnalité aussi, de cette adoption de la taxe Zuckman un peu allégée. Donc il y a des questions à se poser sur la faisabilité finalement et sur le concret. Mais concrètement, je réponds à votre question. Concrètement, le fait de voter pour ce qu'on appelle des amendements de repli, d'accord? Nous, on l'a toujours fait. Le travail parlementaire le fait. Ce que je dis simplement, c'est que ce qui est mis aujourd'hui sur la table par le Parti socialiste, si jamais ça valait pour eux, à partir de nous, il y a accord du gouvernement, et on en est loin pour l'instant, et en plus, ça pose d'autres problèmes, parce que si jamais le gouvernement prenait cet amendement qui ne règle pas le problème, les Républicains voteront contre, donc ça ne règle pas leur problème. Mais si ça valait le fait d'accepter un budget qui, par ailleurs, reste un budget très inégalitaire, qui s'attaque en plus, qui est un budget au niveau de l'écologie, qui est une catastrophe. Il y a des amendements catastrophiques qui ont été votés sur le logement, il y a eu des amendements catastrophiques qui ont été votés. Je dis que nous ne serons pas d'accord avec ce qui sera encore un jeu. C'est plié d'avance. Attendez, je voudrais qu'on écoute juste Olivier Faure, qui était quand même l'invité de BFM TV et qui a fait des déclarations importantes juste avant le début de l'examen. Écoutez. Il faut taper sur les GAFAM, il faut taper sur les ultra-riches, bien sûr. Il faut taper sur les héritages, sur les super-héritages aussi. Il faut faire en sorte qu'on prenne l'argent là où il est disponible. Moi, je ne voterai jamais, et je me battrai même contre un budget qui ferait les poches des retraités, des malades, des jeunes, des familles. Tout ça n'est pas supportable. Si dans les toutes prochaines heures, en gros jusqu'à lundi prochain, il n'y avait pas d'évolution sensible sur le texte, il n'y aurait aucune marge de manœuvre accordée donc sur le PLF et sur le PLFSS, sur le budget de l'État et sur celui de la Sécurité sociale. Et donc, en réalité, ce serait terminé. Est-ce que vous considérez, Éric Coquerel, qu'Olivier Faure a raison de mettre encore plus la pression sur le gouvernement et de durcir le ton? Est-ce que ça, au moins, vous le soutenez dans cette démarche? Oui, mais enfin, ils le font chaque semaine, et pour l'instant, ils n'ont pas censuré le gouvernement. Donc, vous me permettrez de regarder ça, qu'ils passent à l'action. Parce que, enfin, ils ont quand même obtenu 2-3 choses sur la réforme des retraites, notamment. Excusez-moi, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Des mots, des engagements. Ça compte, non? D'accord. Ils ont obtenu le fait qu'il y ait 3 mois de sursis et non pas la remise en question de la réforme. Et je vous le dis, payé en échange par les pensions des retraités. Donc, je pense qu'ils ont très peu obtenu. Et si ça vaut... à l'inverse, de voter le budget, parce que faut bien comprendre que pour que ça soit intégré dans le budget, il faut voter le budget de la Sécurité sociale, qui, je le répète, est un musée des horreurs. Si ça vaut de voter tout un budget catastrophique, je ne vois pas le progrès. C'est ce qu'il vient de dire, Olivier Faure. Il vient de dire, pour l'instant, j'ai pas obtenu assez, et sur cette base, je ne vote pas le budget. Comme j'entends que pour l'instant, d'accord. Et donc, comme j'entends qu'Olivier Faure dit, je ne voterai pas un budget qui s'en prend aux malades, aux jeunes, aux hérités, comme tout ce budget n'est fait que de ça, quasiment que de ça, et ben je pense qu'il ne votera pas pour le budget. Et d'ailleurs, vous faites la conclusion du débat avant le débat. Parce que je viens de vivre, d'une certaine manière. Je vais vous dire pourquoi je fais la conclusion. C'est que je viens de vivre une commission où tout le monde était là. Il faut bien comprendre que la commission, c'est la représentation en miniature de l'Assemblée nationale. Et le problème qui s'est réuni pendant 3 jours et 3 nuits et qui a examiné 1500 amendements. Voilà. Et le problème qu'il y a, c'est qu'à la fin, on a terminé par ce que j'appelle un budget Frankenstein. C'est-à-dire que le budget était déjà mauvais au départ, parce qu'il est plein de contradictions, il fait ce que j'ai dit, c'est-à-dire c'est un budget antisocial. Et en fait, comme il y a des votes qui sont assez contradictoires, à la fin, en réalité, il ne satisfait personne, d'où le résultat. Et moi, je vous dis à l'avance que c'est ce qui va se passer maintenant. Ce qui s'est passé en commission des finances, pour vous, va se reproduire à l'Assemblée nationale? C'est ce que je pense. Alors, c'est ce que je pense, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à corriger ce budget pour que ce budget ne tape pas de manière importante ceux qui ont trop peu, et en fait, finalement n'impose très peu que ceux qui ont beaucoup. Je pense qu'on n'arrivera pas à corriger cette inégalité. Et par ailleurs, encore une fois, excusez-moi, mais je me permets d'insister, on ne corrigera pas le fait que c'est un budget anti-écologique, anti-culture,
contre les pauvres, etc., par plein de choses qui ont été intégrées dedans. Donc, soit Olivier Faure est cohérent avec ce qu'il vient de dire, et dans ces cas-là, même s'il arrivait à négocier avec le gouvernement une taxe Zucman complètement dévitalisée qui rapporte 2-3 milliards de plus, il ne votera quand même pas pour le budget parce que tout le reste c'est une catastrophe, ou alors ça veut dire qu'il va accepter, j'allais dire, d'avaler son chapeau. Donc et d'avaler un budget austéritaire. Pour vous, c'est payé, vous voulez faire tomber ce gouvernement? Moi, ce que je veux, c'est que je pense que ce budget n'est pas bon pour le pays. Il répond ni aux urgences écologiques, ni sociales, ni même à ce qui se passe au niveau international qui nécessiterait qu'on conquiert notre souveraineté industrielle. Et plus on aura fait tomber vite le gouvernement, plus on pourra avoir de nouvelles élections qui permettront français de décider un cap clair. Là, aujourd'hui, c'est ingérable, c'est impossible, parce que le président de la République, en réalité, essaie d'imposer des politiques minoritaires qui n'ont pas de majorité à l'Assemblée. Ça, c'est une gageure. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête sur le budget de la France Insoumise, ce contre-budget qui a été présenté par la France Insoumise? Parce qu'on entend Éric Coquerel nous dire ce budget, aujourd'hui, est antisocial, il ne fait pas contribuer les plus riches. Qu'est-ce que propose la France Insoumise en contre-budget, Benoît? Alors, en dépenses nouvelles, d'abord, c'est un budget en rupture totale avec ce qui est présenté par les autres partis politiques, on ne sera pas étonné. 170 milliards de dépenses nouvelles, 180 milliards de recettes nouvelles. D'où la question, monsieur Coquerel, vous qui comptez justement rétablir l'ISF, vous battre pour la taxe Zucman, rétablir justement tout ce qui est... abolir justement le système de retraite tel qu'il a été voté en 2023. Comment finalement allez-vous financer autant de dépenses nouvelles, puisqu'on sait très bien, et c'est ce que vont vous dire vos détracteurs, ils vont dire, je comprends pas, on a une dépense publique qui est la plus importante du monde, on a un taux de prélèvement obligatoire qui est le plus important d'Europe, donc comment vous allez finalement réussir à boucler le budget que vous voulez présenter, alors qu'on sait que on est dans une situation, en tout cas, de dépenses, de déficit et de dette extrêmement important. D'accord. Premier constat, la politique, en fait, en réalité, c'est de corriger ce qui s'est passé depuis 2017. C'est-à-dire que on a une dépense publique, contrairement à ce qu'il dit, qui a baissé. Elle a baissé faiblement, mais elle a baissé de 0,4 points. 0,1 point, c'est 3 milliards, pour que les gens comprennent. 0,4, c'est 12 milliards. Ce sont les recettes qui ont considérablement baissé à hauteur de près de 3%. Donc on retrouve là les 100 milliards, à peu près 60-70 milliards par an, qui ont été enlevés aux recettes de l'État. Et tout ça, ça fait cumuler plus de 300 milliards qui ont été enlevés. Bien. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire marche arrière. C'est-à-dire qu'il faut revenir sur les années macronisme et faire en sorte que l'État puisse à nouveau avoir des recettes, les systèmes de protection sociale puissent à nouveau avoir des recettes. Alors certes, en prenant justement à ceux qui ont gagné de l'argent ultra riches et qui ne l'ont même pas investi en l'économie, on le dit toujours, mais il faut considérer que les 500 personnes les plus riches de ce pays ont doublé leur patrimoine depuis que M. Macron a été élu président de la République. Ils avaient 20% du patrimoine, aujourd'hui, leur patrimoine représentait 20% du PIB, aujourd'hui c'est 40%. Ça, c'est les chiffres indéniables. Bon. Donc, il faut aller leur prendre de l'argent. Et ils ont tellement accumulé des dizaines de milliards qu'en allant prendre uniquement à eux, aux grandes entreprises, quasiment, on récupère effectivement, vous l'avez dit, assez facilement. Alors, vous voulez effectivement le retour de l'impôt sur la fortune, la suppression de la flat tax, vous voulez donc la taxe Zucman, vous voulez taxer les héritages, vous voulez aussi quand même que les dividendes, participation, épargne salariale, rachat d'actions soient soumis à la cotisation. Oui. Que répondez-vous à ceux qui vous disent que ce budget serait confiscatoire ? Moi, je réponds que ça ne confisquera pas les fortunes. Je réponds une chose, c'est qu'en fait, une fois ça, figurez-vous, ces gens ont accumulé tellement de richesses qu'il leur restera largement de quoi vivre et largement de quoi être riche. Sauf que ce n'est pas la définition d'un impôt confiscatoire, vous le savez si vous connaissez la jurisprudence. Oui, je la connais, sauf que... par rapport à votre fonction. Bien sûr. Et donc, je doute du caractère juridique de tous ces propos. Écoutez, allons devant le Conseil constitutionnel, parce que depuis les décisions du Conseil constitutionnel, sous François Hollande, notamment par rapport à la taxe de 70% qu'il avait fait, il se trouve justement que les inégalités fiscales ont tellement augmenté, les avantages fiscaux des plus riches ont tellement augmenté, et d'autres constitutionnalistes d'ailleurs s'interrogent, je ne suis pas sûr que son jugement sera le même. Donc avant de savoir ce que le Conseil constitutionnel décidera, essayons déjà, nous, de légiférer tel qu'on l'entend. C'est qui pour vous les plus riches? Parce que vous parlez des plus riches comme ça, mais ces plus riches, ils participent aussi à la croissance de notre pays, ils créent des emplois. Ces plus riches... Comme les salariés, comme tous ceux qui produisent des richesses dans le pays. C'est qui pour vous, ces plus riches? C'est assez simple, c'est par exemple, on va dire que c'est les 0,1% des personnes les plus riches. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, oui, c'est pas beaucoup. Mais il se trouve que ce qui est le propre du macronisme, c'est que ces gens-là ont accumulé de telles fortunes... D'accord, je parle aussi des grandes entreprises qui délocalisent leurs profits, par exemple, de telles fortunes qu'en allant leur récupérer un peu d'argent, on peut permettre justement
à la fois de réduire les déficits, je pense qu'on peut faire mieux que ce que font les macronistes, mais surtout d'aller investir. Parce que le problème que nous avons, c'est que le budget aujourd'hui qui nous est proposé, il a ce qu'on appelle un effet récessif. Ça, c'est pas que moi qui le fais à dire. Même le gouvernement l'admet. C'est-à-dire que, comme il prend sur tous les Français, la consommation intérieure baisse. Et il faut que les gens nous écoutent, mais en France, la consommation intérieure, c'est 50% du PIB. Ce qui explique pourquoi il y a des difficultés depuis quelque temps. Si ce budget est récessif, en 2 ans, ça veut dire qu'on a pris 23 milliards à la croissance. Donc ce budget, il est contre-productif à ce niveau-là. Nous, on pense au contraire qu'il faut augmenter les salaires. Mais vous pensez qu'il n'y a aucun problème de dépenses en France, c'est ça? Ah bah c'est pas le problème c'est pas le problème principal pour ce que je vous ai dit. Il n'a pas augmenté depuis 2017. Et avec 180 milliards d'impôts supplémentaires, on ne prend aucun risque de récession. Ah bah non, parce qu'on va prendre à des gens qui ont tellement accumulé de richesses que quelque part, pour aller vite, vous savez, ça c'est la TVA qui nous le dit. La TVA, on sait qu'elle pèse beaucoup plus, 10% les plus défavorisés, parce que proportionnellement, les gens qui ont peu d'argent, ils consomment pratiquement tout ce qu'ils ont. Et après, ça se passe par décile. Les ultra-riches ont tellement accumulé de l'argent qu'à un moment donné, c'est ça le problème, ça ne rejaillit même pas sur les... Mais vous disiez tout à l'heure, Éric Coquerel, et après je vous donne la parole, Benoît, vous disiez tout à l'heure, moi je sais exactement comment ça va se terminer. Ça va se terminer comme lors de l'examen en commission des finances cette semaine. Mais vous avez quand même obtenu des choses cette semaine. Vous avez obtenu le maintien de l'abattement de 10% pour les retraités, la TVA 33% sur les produits du luxe, le durcissement fiscal des locations courte durée, la défiscalisation partielle des pensions alimentaires. Imaginez que vous obtenez cela à nouveau lors des débats à l'Assemblée nationale avec une autre mesure qui pourrait ressembler à la taxe Zuckman. Ça ne vous suffit pas? Alors vous avez raison, on a obtenu quelque chose, mais de manière trop peu, vous avez compris, pour rétablir une certaine justice fiscale et sociale. Par contre, par exemple, on a aussi perdu, et ça pour la vie de tous les Français, c'est très important, on a aussi perdu l'exonération des taxes foncières des bailleurs sociaux. C'est 400 millions d'euros en moins pour les bailleurs sociaux, pour le logement social, par exemple, dans le pays. On a aussi, par exemple, perdu le fait de criminaliser des associations de défense de l'environnement. Est-ce que ce n'est pas aussi ça, Éric Coquerel, l'esprit de réforme? Le fait de ne pas pouvoir gagner sur tous les points, mais d'avancer sur un budget dont la France a besoin pour la stabilité. Sauf que je vais vous expliquer une chose, c'est que vous dites, nous, on a obtenu des choses. D'accord? Les autres, ceux contre qui nous ne sommes pas d'accord, ont obtenu aussi des choses, notamment avec pas mal de votes communs entre le Rassemblement national... C'est le principe du compromis. Bien sûr, je termine. Entre le Rassemblement national et le socle commun qui me fait parler de trumpisation, parce que, par exemple, toutes les dépenses de la culture, de l'environnement, des droits humains, tout ça, ça a été raboté complètement. Alors, il y a une chose qu'effectivement, on peut vous reconnaître dans votre budget, vous parlez énormément d'écologie. Voilà. Mais attends, ça, c'est vrai. Eh bien, l'écologie, figurez-vous, par exemple, qui devrait être un problème fondamental. Un économiste comme Pisani-Ferry, qui était le conseiller de Macron en 2017, il pense qu'il faut 37 milliards de plus de dépenses publiques par an pour respecter les accords de Paris. On en est à moins 2 milliards par an. Donc ce que je veux dire, je termine juste pour comprendre avant, c'est qu'en fait tout le monde a obtenu un peu de choses et tout le monde a beaucoup perdu. Et donc à la fin, il y a le vote contre que vous avez. Autrement dit, c'est pour ça que je parle de budget Frankenstein qui est bourré de ses contradictions et qui ne peut pas être le budget pour le pays. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut revenir aux urnes. Donc pour vous, il n'y a aucune chance que ce budget soit adopté. Il va tomber. Alors, Benoît et Anne-Charlène, vous avez évidemment beaucoup de questions. Est-ce que vous comprenez la crainte des chefs d'entreprise, qu'ils soient grands ou pas grands, qui se disent, voilà, en gros, ce qui permet d'alimenter les services publics que vous défendez et les prestations sociales que vous défendez, c'est un moteur qui s'appelle l'économie. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec vos mesures, et notamment vos mesures justement sur les plus riches, vous ne participez pas directement à l'appauvrissement du pays, parce qu'on sait très bien que les plus riches, si vous les assommez d'impôts, il y a le risque qu'ils partent, ou alors qu'ils s'arrangent pour payer moins d'impôts grâce au dispositif d'optimisation fiscale auquel ils ont les moyens justement de recourir. Le risque qu'ils partent, vous faites oui, parce que pour l'instant, mais parce que quand on a rétabli l'ISF, il n'y a pas eu les départs dont on parle. Et toutes les études montrent que les gens ne partent pas forcément de leur pays, notamment parce que même quand vous êtes ultra riche, vivre en France, c'est pas si désagréable que ça. Et puis on peut prendre des mesures. On peut faire en sorte, par exemple, la taxe Zuckman, on peut faire en sorte de la prendre par anticipation s'il y a des gens qui veulent partir. Sur l'inquiétude des entreprises. Mais attendez, je réponds à la deuxième question. Justement, la question, on n'est pas dans une situation où aujourd'hui tout va bien. On est dans une situation où l'industrie, c'est moins de 10% du PIB maintenant. Je l'ai dit, le pouvoir d'achat baisse. Je l'ai dit, il n'y a jamais eu autant, depuis le début de l'année, de fermeture d'entreprises.
C'est ça qui est la situation. On n'est pas en train de parler d'une situation mirifique qu'on risquerait de menacer. On est en train de parler d'une mauvaise situation. Et moi, ce que je dis aux patrons, aux chefs d'entreprise, qui, pour la grande majorité, ne sont pas concernés, par exemple, par ce qu'on propose en termes de fiscalité. Ils ont tout à bénéficier du fait que leur carnet de commandes se remplisse, parce que l'État, par exemple, pourrait investir. Comment réindustrialiser le pays, là, concrètement? C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un problème d'industrie en France. On sait que les emplois qui sont créés dans l'industrie, ils sont en général mieux payés que ceux dans les services. On sait qu'ils font vivre beaucoup d'autres structures à côté, parce qu'il y a beaucoup de sous-traitants. Vous avez parlé d'industrie, vous avez complètement raison, mais très concrètement, que faire? On ne voit pas de baisse d'impôts, par exemple, sur les impôts de production, dont on sait qu'ils sont 4 fois plus élevés en France qu'en Allemagne. Et après, on donnera la parole à Anne. Je vous réponds comme on fait. On fait en sorte d'avoir une politique de relance écologique et sociale. Sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire en sorte que les gens aient plus de pouvoir d'achat. S'ils ont plus de pouvoir d'achat dans un pays où la consommation intérieure pèse la moitié du PIB, ils vont aller taper à la boutique du commerçant, des entreprises, etc., pour acheter les produits. Alors, vous avez raison de dire, attention, parce qu'ils risquent aussi d'acheter des produits qui viennent de l'étranger. Donc, il faut aussi assortir ça de mesures protectionnistes, de taxes kilométriques aux frontières. Il y a plein de gens qui étaient d'accord dans la commission des finances qui disent c'est plus possible d'accepter une espèce de concurrence internationale ou de se laisser dicter par Donald Trump des conditions absolument léonines que Mme von der Leyen accepte. Donc il y a une politique protectionniste à mettre en place. On l'assume pour faire en sorte que ça profite aux entreprises françaises. Bon, ça c'est un premier point. Et écologique, pourquoi? Parce que nous voulons faire ce que d'ailleurs vont faire les Allemands, pour faire remarquer. Sauf qu'ils le font pour l'économie de guerre, ce qui ne me rassure pas. Les Allemands, ils ont décidé... Et avec un compromis avec l'ensemble des forces politiques. Oui, mais les Allemands ont décidé pour la première fois de casser leurs règles d'or. On est d'accord. Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils avaient un problème de croissance depuis des années. Expliquez ce que c'est. C'est que les parlementaires n'ont pas le droit de voter un budget en déséquilibre. Voilà. Donc ils ont décidé, chez eux c'est révolutionnaire. Bon, ils ont dit de le casser et ils vont investir 60 milliards de plus cette année, plus un plan de financement de 600 milliards pour investir dans l'économie. Oui, mais les Allemands ne sont pas dans la même situation que la France. En France. Anne-Charlotte, votre question. Oui, mais ça n'empêche pas que c'est le même niveau de dette non plus. Il y a un point sur lequel je pense qu'il faut qu'on soit concret quand même. C'est-à-dire que vous nous dites qu'il faut retourner aux élections, il faut que ce gouvernement tombe. Mais qu'on soit justement dans la vérité avec les Français. C'est-à-dire que si on n'a pas de budget qui est adopté, si vous ne rejetez pas ce budget, c'est-à-dire juste vous dites non, si vous ne rejetez pas, si vous le faites tomber avant, on a deux options. C'est la loi spéciale, avec finalement beaucoup plus de Français qui vont rentrer dans l'impôt sur le revenu, et sinon, c'est l'adoption par ordonnance que vous allez permettre en n'adoptant pas... Ben si, sans rejet, c'est l'adoption par ordonnance. Non. Ah ben si. Alors, quel est votre plan, justement? Non, je vous corrige juste sur un point précis, parce que les gens confondent des fois, donc pour être clair. Sans être les trop ordonnances, technique, s'il vous plaît. Oui, d'accord, mais alors, je vais essayer d'être didactique, pédagogique. Mais et surtout, indiquez-nous comment vous envisagez les choses, quel est votre coup d'après, en fait. Laissez-moi quand même répondre à la question. Oui, mais ça répond à la question. Vraiment, les ordonnances ne sont possibles que si le Parlement ne se prononce pas dans les 70 jours pour le projet de loi de l'État, et 50 jours pour le projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est-à-dire on n'arrive pas à se prononcer. Exactement. Et moi, ce que je crains fort, c'est qu'il essaye de jouer cette carte. Parce que si vous le renversez avant, c'est ce qui se passera. Oui, mais attendez, juste une termine. S'il arrive à jouer cette carte, il peut, sans vote, rétablir les budgets initiaux. S'il est renversé avant, c'est ce qui se passera. Si on le bat, il n'a qu'une solution, c'est la loi spéciale. Et la loi spéciale... Mais il faut donc rejeter le budget, il ne faut pas le renverser avant. C'est ça que j'essaye de vous dire. C'est-à-dire, si vous votez non, ça ouvre, évidemment, il n'y a plus d'ordonnance. Mais si vous votez une motion de censure avant, si vous appelez à la dissolution avant... Moi, j'ai aucun problème. Alors, je vous le dis à l'avance, j'ai aucun problème qu'un gouvernement censuré, c'est ce qui s'est passé l'an dernier, un gouvernement censuré, qui est donc un gouvernement démissionnaire, propose une loi spéciale à l'Assemblée. J'ai aucun problème. On l'a soutenu l'année dernière. On l'a voté. Donc, il y aura une loi spéciale. La loi spéciale, c'est qu'on rétablit tout le budget de l'an dernier. Bon, très franchement, il ne sera pas pire que le budget qu'on nous présente. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il survivent pendant un an. Mais ça veut dire qu'on a le temps d'organiser des élections et qu'on ait enfin un cap clair et une stabilité politique qui est problématique par rapport au pays. Et toutes les instances à la motion de censure lundi. Vous n'appelez pas au renversement avant qu'on ait dit non. C'est ça la question qui est importante. Là, je rentre, mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que les débats sont organisés de telle manière qu'il est fortement possible qu'on dépasse les 70 jours et les 50 jours. Et moi, ça, je veux l'éviter. Et c'est précisément, selon vous, le pari du gouvernement. Donc, si on doit l'anticiper, ça passera pour une motion de censure. Est-ce que vous parlez encore à la France Insoumise avec les socialistes? Est-ce qu'il y a encore des échanges? Oui. Le dialogue est déjà, rompu? en commission des finances, moi j'ai des échanges dans une présidence, c'est normal. Oui. Et puis, deuxièmement, oui, il y a des échanges quand même, parce que en réalité, par exemple, dans la commission des finances, les socialistes ont beau dire qu'ils vont essayer de trouver des points d'atterrissage, mais comme en face c'est un mur, pour l'instant, ça veut dire qu'on vote quasiment la même chose. Et moi, je pense qu'en réalité, c'est ce qui va se passer dans la séance, je vais vous dire. Je pense qu'en la séance, vous allez voir que même leur tentative de trouver
alors vraiment, sauf si ils proposent une taxe, il ne veut plus rien dire du tout. Dans ce cas-là, ils ont peut-être une chance de se adopter, mais enfin, dans ce cas-là, ça sera un compromis honteux, ça sera une capitulation. Bon, mais sinon, vous verrez que au final, ils seront obligés de voter comme nous. C'est ce que je pense. Voilà, malgré leur envie de trouver un compromis. Parce que vous pensez qu'ils vont se faire piéger? Et ils ont déjà eu... Attendez, avec le gouvernement Bayrou, ils n'ont pas voté la censure, ils ont eu une entourloupe avec le conclave qui n'a rien donné. D'accord? Ils avaient même eu à l'époque, soi-disant, 4000 postes d'enseignants non supprimés qui là sont supprimés. Donc c'est l'entourloupe totale. Là, je vous ai dit, avec la sécurité sociale, enfin avec le sursis sur les 3 mois de décalage, ça sera payé par tous les retraités. Donc, je ne vois pas vraiment l'avantage. Et en plus, il faut avaler tout un projet de loi de la sécurité sociale catastrophique. Donc oui, je pense que ils ont peut-être eu envie de se faire berner aussi parce qu'ils ont pas envie de censurer. Mais je pense qu'à la fin, ils seront obligés, nous on souhaite, mais ils seront obligés comme nous de voter contre un budget qui ne répondra pas aux attentes populaires et aux attentes en matière écologique. Merci Éric Coquerel d'avoir été avec nous et merci à tous les trois. On vous laisse évidemment repartir fissa à l'Assemblée nationale pour continuer à suivre l'examen donc du budget. On va passer à 21h.